et d'industries qui ont, notamment dans les zones rurales comme ici à Doulan, qui ont fermé ces dernières années. Donc on va d'abord commencer par un petit récapitulatif que nous fera Martine, puis Evelyne Becker prendra la parole pour parler de son combat personnel avec les Louvières. Et enfin, Sophie Pâtier nous évoquera les EHPAD. Donc on aura Evelyne Becker pour un peu le secteur privé, et puis Anne-Sophie pour le secteur des EHPAD. Donc je vais faire d'abord un petit rappel des prochaines actions de la France Insoumise dans la campagne de la France Insoumise. Donc déjà dès ce soir sur Internet, vous pouvez écrire votre directive européenne. C'est un dispositif qui est mis en place par la France Insoumise. Donc vous allez sur Internet et vous pouvez écrire votre directive européenne. Vendredi soir à 18h à Hérondelle, c'est à côté d'Abbeville, il y a certains insoumis d'Abbeville qui sont là, qui organisent une réunion publique sur pourquoi il faut dire stop à l'Europe de Macron, animée par Evelyne Becker. Et le point final de la campagne dans la région, ce sera le 24 mai à Lille, où Jean-Luc Mélenchon et Manon Aubry interviendront pour le dernier jour de la campagne. Et il y a des cars qui sont prévus au départ d'Abbeville, d'Amiens, d'Arras. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour prendre les cars pour y aller. Donc, comme vous l'avez annoncé, je vais passer la parole à Martine, qui va nous faire un petit topo sur la situation des services publics qui ont fermé à Doulan récemment. Bonjour. Alors, moi, je vais vous parler des services publics à Doulan. Donc voilà, moi, je ne suis pas doulanaise. Je suis arrivée de Paris parce que mon fils était allergique au monoxyde de carbone en 95. Et donc, j'étais enceinte du deuxième. Et ben, à ce moment-là, en 95, ma grossesse a été suivie et j'ai accouché à Doulan. Alors, inutile de vous dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'on est un peu suivi au niveau de la grossesse, mais on n'accouche plus à Doulan. Aujourd'hui, il faut aller accoucher à Amiens, à 35 km. La maternité a été fermée, enfin, le service d'accouchement a été fermé suite à la fermeture du service de chirurgie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hôpital, c'est plein de consultations, et c'est bien, mais c'est un service de soins post-opératoires longue durée. Il y a encore un service de médecine et un service d'urgence qui simplement dispatch. Quand c'est un petit bobo, ça va. Quand c'est un gros bobo, on vous envoie sur Amiens. Alors quand je suis arrivée en 95, il y avait encore à la sortie de Doulan l'EDF. C'était un préfabriqué juste en face de la pharmacie François. Il y avait encore France Télécom qui était juste au-dessus de la poste. Il y avait encore ce tribunal qui fonctionnait. Et aujourd'hui, on peut s'apercevoir que tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, il reste les impôts. On a eu de la chance parce que avec la Supercom des coms, il n'y a plus d'impôts à Bernaville, mais il y en a à Doulan. Ça a été recentré sur Doulan. Il y a une sécu. Mais alors voilà, la sécu à Doulan, elle n'ouvre pas tous les jours. Alors il faut vraiment repérer quand on a un problème, les horaires. C'est vraiment très ponctuel. Et il y a encore la poste. Ça, c'est déjà quelque chose, parce que par exemple, dans mon village, il n'y a plus la poste. Et puis, même je vais vous dire un secret, c'est que l'employé de la poste, il est payé par la municipalité. Il n'est même plus payé par la poste. Alors, quand je suis arrivée, moi j'habitais à ce qu'on appelle la cité Lionel Menu. C'était des logements, pas tout à fait sociaux, c'était des logements qui étaient réservés aux militaires de la base militaire de Doulan. Alors évidemment, cette base militaire n'existe plus aujourd'hui. Elle a été remplacée par l'EPID. Mais, et les logements ont été plus ou moins privatisés. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour un emploi de service supprimé, il y a 3 emplois marchands qui sont supprimés. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin.
C'est-à-dire que ça participe aussi à la paupérisation d'une ville. Donc l'armée qui s'en va, eh ben, c'est beaucoup, beaucoup de business, beaucoup de commerce qui ne va plus se faire. Donc ça, c'est important. La population de Doulan est en ce moment en baisse continuelle. Hein. Aujourd'hui, on est 6351 habitants. Elle baisse à peu près de 10% tous les 10 ans. Donc, ben oui, effectivement, il y a moins d'emplois, il y a moins de postes, il y a moins d'attractivité. Et on a un taux de chômage officiel qui est officiel. Parce que, bon, entre les chiffres officiels et la réalité, tout le monde sait qu'il y a quand même quelque chose qui est différent, qui avoisine les 11,90%. Donc on peut peut-être rajouter quelques dixièmes ou plus même pour savoir. Et alors, en France, il existe des zones d'emploi qui sont recensées. Donc il existe 321 zones d'emploi et Doulan est la 256e. Alors, tout le monde est bien content parce qu'avant, ils étaient encore pires que ça. Ils devaient être 258 ou 259. Donc, normalement, l'emploi va mieux. Entre guillemets. Hein. Alors, il paraît que les emplois marchands supprimés, ben, Doulan, ben, c'est comme toutes les villes. Il suffit de se balader dans le centre de Doulan pour s'apercevoir qu'il y a plein de magasins qui sont à louer, à vendre, ou à que dalle d'ailleurs. Hein. Avant, il y avait Weldom, qui est vraiment une espèce de... Enfin, c'est pas beau au milieu de Doulan sur la place centrale. On ne sait pas ce qu'on va en faire. Le verbe va récupérer, pas récupérer, assumer. Enfin, toutes les hypothèses sont émises et puis pour l'instant, il ne se passe pas quelque chose. De toute façon, les commerçants de Doulan, moi je les connais quand même. Il y en a beaucoup qui ont vieilli, ben, comme moi, comme nous, qui ont pris leur retraite. Et ben, les magasins ne sont pas repris. Il n'y a personne qui vient pour leur dire je rachète ou je vais louer. Et donc, ben, c'est comme dans toutes les villes, ça devient un peu catastrophique. Avec les grandes surfaces, alors là on en a beaucoup. On a un Leclerc, on a un Match, on a un Intermarché. Bon, alors, effectivement, je crois qu'on fait partie d'une intercommunalité, une com de com, qui s'est nettement bien agrandie et qui regroupe à peu près plus de 22 000 habitants. Oui, donc effectivement, ils ont tout intérêt à essayer de faire des bénéfices. Alors après, je voulais... la population de Doulan, elle, évidemment, n'est pas très riche, et ça, c'est aussi lié à la ruralité. Moi, ben, je ne suis pas née à Doulan, j'habite pas non plus Doulan, j'habite Bourg-Maison. Donc, le problème aussi, c'est que les gens n'ont pas trop d'argent, et puis les charges fixes ont énormément augmenté. Bon, ça, c'est toute la leçon des gilets jaunes. Aujourd'hui, on est à 1,50 € ou 1,45 € le litre de gasoil. Quand on est à la campagne, c'est difficile de ne pas avoir de voiture. D'autant plus que les transports en commun, ben, il n'y a pas. Alors, à Doulan, il y a à peu près des transports en commun pour aller sur Amiens. Malheureusement, pour aller sur Albert, ben, il n'y a pas. Alors, ça me fait penser, je suis à Intermarché, il y a le boucher, qui est un ancien parent d'élève, qui me dit qu'il est très content d'être là. Ah oui, parce qu'avant, il avait un job, mais sur Albert, il n'y a pas de permis. Bon, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de permis ou qui ont des permis très difficiles par les temps qui courent. Donc, il faisait du stop matin et soir pour pouvoir aller à Albert. C'est pas normal. Aller travailler à Arras, eh ben, c'est un bus le matin vers 6 h et puis un bus le soir. Si par exemple vous voulez aller à Frévent, je crois qu'il y a un bus peut-être. Mais bon, c'est pas normal. C'est absolument anormal qu'on soit dans une zone sans transport public, sans moyen de transport, pour tous les gens qui veulent se déplacer ou travailler. Voilà. Et donc la voiture s'impose, les gens ne peuvent pas faire autrement. Quand on dit qu'il n'y a plus de services publics, ça veut dire aussi qu'il faut utiliser beaucoup Internet.
Sauf que bon, il ne faut quand même pas oublier qu'Internet, peut-être que pour beaucoup de gens c'est facile, pour beaucoup ça n'est pas, et puis c'est cher, parce qu'il faut un équipement, et ça fait partie des charges fixes aussi. Voilà. Bon ben, voilà ce que j'avais à vous dire pour vous présenter Loulan. Toujours le même maire. Ouais, toujours, ah oui, mais là, apparemment, c'est... Ben, il n'est pas si vieux que ça, je pense pas qu'il atteigne, je pense qu'il doit avoir 74-75 ans. Donc, c'est pas... Une mauvaise nouvelle, l'espérance de vie a augmenté. Bon, pas en bonne santé, elle a diminué, mais l'espérance de vie a augmenté quand même. Vous allez peut-être encore l'avoir longtemps. Non, là, apparemment, il pourrait plus. C'est pas qu'il veut plus, mais c'est... il peut plus. Comme la bonne du curé, elle voudrait Elle peut plus. Enfin bon, je suis pas dans le secret des dieux. Allez, à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Evelyne Becker. Je suis candidate aux élections européennes sur la liste de la France Insoumise. Et je suis heureuse d'être avec vous pour partager cette soirée. Avant d'aborder le thème de notre réunion, je souhaite remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette réunion, parce qu'on n'en parle pas toujours, mais il y a beaucoup de travail de fait derrière. Quand il y a une réunion de fête, un meeting, une action, il y a les petites mains derrière qui permettent ces actions-là. Donc je pense qu'on peut les applaudir. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est l'austérité et la casse, enfin, la disparition des services publics. Là, on en a la preuve aujourd'hui. On est dans un ancien tribunal qui a disparu depuis 10 ans. À l'époque, c'était pour rationaliser les services publics. On nous parle souvent de l'austérité. Ça fait des années qu'on en entend parler. Tous les gouvernements successifs nous répètent que nous vivons au-dessus de nos moyens, que l'austérité serait le seul remède pour sortir la France de la faillite. Et les médias ne cessent de relayer ce message du gouvernement. En général, les médias relayent ce message. Sauf les médias locaux. Pour nous culpabiliser. C'est plus compliqué que ça. Je veux bien en parler, mais c'est pas moi mais il y aurait tellement de choses à dire sur les médias. On est en fait, comme tout le monde. ce gouvernement qui veut nous culpabiliser sur cette dette que nous allons transmettre à nos enfants, et tout ce fric donné aux pauvres qui déconnent et qui ne fournissent pas d'efforts pour sortir de leurs conditions sociales. À cette liste, ajoutons les retraités qui profitent bien trop tôt de l'effort de ceux qui travaillent, ces chômeurs qu'il faut surveiller, ces familles qui trichent aux allocations familiales et ces coûteux et obsolètes services publics que nous voulons toujours plus près de chez nous. Alors, au milieu de cet écran d'enfumage, l'austérité est présentée comme un mal nécessaire pour soigner cette dépendance à un état providentiel qui aurait trop duré. Et nous serions un peuple nanti qui en veut toujours plus sans avoir à en payer les conséquences. Voilà le message de ces dernières années et celui de Macron en particulier, nous culpabiliser. Bien entendu, austérité bien ordonnée devrait commencer par soi-même. Mais bon, il faut comprendre l'importance et l'urgence de changer la moquette de l'Élysée. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Tout ceci nous appartient collectivement par le biais de nos impôts. On peut devenir propriétaire d'une assiette ou d'un bout de moquette. Donc, il en va de l'art à la française. L'art d'être français. Ce petit détour sur le train de vie de l'Élysée me permet de dire que l'austérité, en tant que remède contre notre déclin, n'est pas bien répartie. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que
ce remède choisi par Macron n'est pas le bon. L'austérité est un mauvais remède, mal dosé. La France insoumise propose non pas un remède, parce que la France n'est pas malade, mais des solutions qui respectent l'intérêt général et reposent sur une redistribution plus juste des richesses. Ça passerait par notamment rétablir l'USF, supprimer le CICE, qui est passé de 20 milliards à 40 milliards, et qui n'a en rien relancé l'économie et l'emploi, et qui permet directement ou indirectement d'augmenter les dividendes versés aux actionnaires. Lutter contre l'évasion fiscale, et en commençant par le Luxembourg et les paradis fiscaux qui existent au sein de l'Europe même, comme le Luxembourg ou l'Irlande. Et cette évasion fiscale coûte entre 60 à 80 milliards. Et c'est un manque à gagner dans les caisses de l'État. Il faudrait également imposer les multinationales, au même titre que les PME, qui n'ont pas, elles, les moyens d'organiser l'optimisation fiscale. Tout cet argent que l'on trouve ailleurs que dans les poches des ménages, ça ne va pas générer d'austérité au niveau des grandes fortunes. Quand la France insoumise déclare non à l'austérité et pour la défense des services publics, ce n'est pas contradictoire, comme le dit Macron. On ne doit pas choisir entre l'austérité et des services publics de qualité. Il n'y a pas à se poser même la question. Ce n'est pas une question. C'est un manque de courage politique qui ne veut pas mettre en place une fiscalité plus juste. Pardon. Mais pour Macron, cela reviendrait à trahir les siens, à trahir son camp, à trahir sa classe sociale. C'est bien tous ces manques à gagner qui appauvrissent notre capacité à maintenir des services publics de qualité. Avant de donner la parole à Anne-Sophie, je voudrais évoquer un exemple concret de notre appauvrissement qui tient à l'évasion fiscale, qui crée un coût social indirect sur notre capacité à maintenir des services publics de qualité, le dumping social à l'intérieur de l'Europe, qui détruit les emplois industriels. La mort de Goodyear dans notre région est le résultat de ce dumping social et fiscal. Quand il n'y a plus d'emploi dans une région ou dans un département, c'est la richesse qui disparaît pour maintenir les services publics. Ce sont des coûts supplémentaires. Ce sont des coûts supplémentaires au niveau de la sécurité sociale pour des familles qui sont en souffrance, des coûts supplémentaires au niveau de l'assurance chômage, mais des économies au bénéfice des entreprises comme Goodyear, Continental ou Whirlpool, dans la région comme on a pu le voir, qui ne s'acquittent plus des charges patronales en France et qui préfèrent délocaliser à l'intérieur de l'Europe dans des pays à bas coût social. C'est donc aussi le dumping social qui appauvrit notre capacité à maintenir un bon niveau de service public. Et on le voit, moi je me rappelle quand on travaillait chez Goodyear, on avait gagné un procès important où Goodyear avait été condamné à verser 22 millions d'euros et les salariés avaient touché des rappels de salaire assez importants pour certains. Et il y avait un collègue qui était allé acheter dans un magasin un téléviseur parce qu'il avait eu ce rappel de salaire. Et la personne qui l'a accueilli lui a dit « Je parie que vous êtes un Goodyear ». Parce qu'en fait, il y avait énormément de salariés qui venaient. Et cet argent, les classes sociales les moins favorisées, on va dire, le dépensent et font tourner cette économie de marché. Et lorsque une entreprise comme Goodyear ferme et laisse 1200 familles sur le carreau, eh bien c'est autant de familles qui ne vont pas dépenser et qui ne vont pas entretenir cette économie. Et qui tombent évidemment dans la précarité. Donc pour éviter ces futurs Goodyear, Continental ou Whirlpool, il nous faut des députés européens de combat contre les délocalisations, de combat contre les délocalisations au sein même de l'Europe. Je laisse la parole.
toutes et tous. Merci, comme l'a dit Evelyne, aux militants qui vont coller, qui vont tracter et qui organisent des réunions parce que, en fait, j'étais la porte-parole d'une grève de 117 jours dans un EHPAD. Et cette grève, c'était la grève des invisibles, des petites mains, comme on les appelle, les aides-soignantes, les agents de services hôteliers, ou les auxiliaires de vie sociale. Et c'est toujours important d'avoir ce travail de terrain, et les militants, vous le faites avec brio, parce que je vous assure que, vu le nombre de réunions publiques que je fais, votre accueil et l'accueil qu'on a est souvent exceptionnel. Alors merci en tout cas. Vous savez, les militants, c'est comme les aides-soignantes finalement. Les aides-soignantes, elles sont là pour le bien-être au quotidien des personnes âgées dans les EHPAD ou des malades dans les hôpitaux. Elles accompagnent, comme on dit, elles sont là pour l'accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne. Eh bien, les militants à la France Insoumise, ils sont là pour nous accompagner et nous donner aussi cette force dans la campagne. Et je vous assure que ça fait du bien. Dans les services publics et l'Union européenne, vous avez bien compris qu'évidemment il y avait un impact, et j'en reviendrai un petit peu dessus parce qu'Evelyne l'a très bien évoqué sur l'austérité. Mais souvent, quand je commence une réunion publique, et ça m'est venu il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Warren Buffett, mais qui colle parfaitement à l'Union européenne actuellement. La lutte des classes existe, mais c'est ma classe, celle des riches, qui va gagner. Eh bien, le 26 mai, nous avons la possibilité de ne pas laisser la classe des riches gagner. Nous avons la possibilité d'envoyer le peuple dans un Parlement européen, toutes ces voix d'invisibles, tous ces citoyens en territoires ruraux qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas entendre, et on le voit très bien avec le mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre. Combien de femmes sur les ronds-points, combien d'auxiliaires de vie sociale, combien de soignantes, combien de femmes au foyer, combien de femmes retraitées. Et ce mouvement aussi il dure parce que les femmes sont là. J'en suis persuadée. Alors, c'est pas que je dis que les hommes ne tiennent pas le coup, c'est simplement que ces femmes qu'on ne voyait plus, ces femmes qui portaient cette culpabilité, ces femmes qui n'osaient pas sortir, ces femmes qui avaient comme une chape de plomb sur le dos et qui avaient honte, quand elles ont ouvert la porte de chez elles, qu'elles sont allées sur les ronds-points, elles ont vu qu'elles n'étaient pas seules. Et la honte, elle est toujours plus facile à porter à plusieurs que tout seul. Et cette honte, elle s'estompe petit à petit. Parce que ce mouvement, il tient. Il tient parce qu'ils sont déterminés. Et quand la cause est justifiée, la lutte est juste. Et on voit bien comment ils sont traités. Ils sont traités de tous les mots. Xénophobes, homophobes. Non, ce sont des citoyens, particulièrement dans les territoires ruraux, qui ont juste envie qu'on les entende et qu'ils ne soient pas des citoyens de seconde zone. Quand on parle des services publics, combien d'écoles primaires sont fermées dans nos territoires ruraux pour être tous regroupés dans des endroits un peu plus grands? Donc ça veut dire que, au détriment des professeurs, eh bien, nous avons des usines à gosses qui se montent. Combien de filières, on parle des hôpitaux, le grand enfumage d'Emmanuel Macron, sa conférence de presse, avez-vous remarqué le changement d'attitude? Vous vous souvenez, au mois de décembre, il avait les deux mains comme ça, posées sur la table, très, très crispées, pas un seul mimique, aucune émotion. Parce qu'il parlait à qui? Il a été parler au peuple. Mais quand il fait son grand blabla devant son résumé du grand blabla, il est bien, vous avez vu, il est comme ça, Pourquoi? Il parle à qui? Il parle à ses ministres et aux journalistes. Donc là, il est bien, mais il ne répond pas aux exigences des Gilets jaunes. Parce qu'il ne sait pas y répondre. Il n'a pas le logiciel pour comprendre ce que c'est que de l'humain. Et quand on parle d'austérité, pourquoi on parle d'austérité? Eh bien parce que l'Union européenne est basée sur le modèle allemand, mais qui n'est pas adapté à notre situation. L'ordolibéralisme. Le libéralisme, c'est le marché. L'ordo, c'est l'austérité. Mais les Allemands désobéissent tous les jours. Et nous, si nous ne désobéissons pas, si nous désobéissons, nous serions condamnables. Nous, si nous ne voulons pas suivre cette règle des 3%, cette fameuse règle d'austérité, qui a été écrite sur une table en 1 heure, même son inventeur n'en connaît pas la réalité et comment dit-on,
La réalité économique, elle n'a aucune réalité économique. Pourquoi 3%? Pourquoi pas 5%? Pourquoi pas 4%? Je ne sais pas, il a peut-être vu une bière juste avant, elle faisait 3 degrés d'alcool, il a dit elle est 3%. Mais derrière, ce sont des hôpitaux qu'on ferme. Excusez-moi. Non, il a dit qu'on fermerait plus d'hôpitaux. Jusqu'à la fin de son quinquennat. Par contre, il ferme des services, il supprime des lits. On ne ferme pas d'école. 2 jours après, son ministre Blanquer disait mais on va continuer à supprimer des classes. On ne ferme pas de dessert, on ne ferme pas de ligne SNCF, on ne ferme pas tout ça. Et en réalité, il ferme. Il ferme tout. C'est quoi le service public, les amis? Le service public, c'est d'avoir un égal accès partout, sur tous nos territoires, par exemple, eh bien, aux soins, au rail, à l'énergie, on pourra en parler de l'énergie, à l'éducation, à la justice. On est dans un tribunal, là. On aurait presque pu faire le tribunal des flagrants délires et le jugement d'Emmanuel Macron. Parce qu'un jour, et je vais revenir dessus, il faudra que ces gens soient jugés. Parce que quand on a des personnes âgées qui meurent dans des urgences, parce qu'elles sont restées 15, 16 heures sur un brancard dans un couloir, parce qu'il n'y avait pas assez de soignants, eh bien ces gens, avec leur politique, sont en train de laisser mourir des citoyennes et des citoyens. Et ça, il faudra les juger pour ça. Mais c'est pas que pour ça qu'il faudra les juger. Vous avez vu la petite musique qui existe actuellement. C'est Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Moi ou le chaos. Il nous fait le 2e tour de la présidentielle. Mais il faudra là aussi, si Marine Le Pen un jour arrive au pouvoir, comme le disait je ne sais plus quel auteur, qu'il soit jugé pour aveuglement politique. Parce que quand Marine Le Pen sera fréquentable, et elle le devient, hein, pour la finance, vous voyez comme son discours a changé. Elle était pour la sortie de l'Europe, elle ne l'est plus. Elle était pour la sortie de l'euro, elle ne l'est plus. Quand elle sera fréquentable pour la finance, elle sera au pouvoir. Le plafond de verre se rapproche. Et ces gens seront responsables de l'avoir mise au pouvoir. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut arrêter? Nous, ce qu'on demande, c'est la sortie des traités. Parce que ces traités, ceux qui vous diront que on changera l'Europe sans changer les traités, racontent du carabistouille. Les traités empêchent toute harmonisation sociale, fiscale, écologique. C'est comme ça qu'on se retrouve avec aussi ce permis d'empoisonner. C'est quoi le permis d'empoisonner? La taxe carbone. Quand une entreprise n'a pas utilisé toute sa taxe carbone, elle peut faire de l'argent en la revendant à une autre. C'est juste un permis de tuer et de nous empoisonner. Quand on voit les travailleurs détachés, et vous avez sur la liste une experte, les travailleurs détachés, Marina Mesure, quand on voit les travailleurs détachés, sachez quand même que la 5e nationalité de travailleurs détachés, ce sont les Français. Ces ouvriers, particulièrement dans le bâtiment, être presque considérés comme des travailleurs de seconde zone et avoir des feuilles de paye des fois à 0 € ou 350 €, alors qu'ils font le même travail que leurs copains d'à côté, là. Eh bien, nous disons qu'il faut arrêter cette directive du travailleur détaché. Chaque citoyen qui vient travailler doit avoir un égal traitement et un égal accès aux droits que celui qui est. Nous ne pouvons pas accepter que les citoyens d'ailleurs puissent être si maltraités. Où est la dignité? Vous avez la liste de la France Insoumise. Pourquoi je me suis engagée? Parce que c'est le seul mouvement où on parlait de dignité. La dignité humaine. Et je pense qu'il faudrait, dans toute décision d'un collectif, que ce critère de dignité humaine soit imposé. Nous ne sommes pas des marchandises. Nous ne sommes pas le marché. Nous sommes des gens avec des besoins. Et pour ça, il faut sortir des traités. Il n'y a pas d'autre choix que de sortir des traités. Et ça, c'est le programme de l'avenir en commun déjà. C'était déjà le programme de Jean-Luc Mélenchon. Mais après, on fait quoi? Ceux qui vous disent que des députés européens vont renverser l'Europe demain vous racontent des carabistouilles. Nous ne pourrons pas, nous, en tant que députés européens, réussir à sortir des traités comme ça. Nous ne pourrons pas. On ne va pas vous raconter des mensonges. C'est pas vrai. Par contre, ce qu'on pourra faire, c'est comme le fait Younous Omarjee, se battre et obtenir des victoires. Comment? On parle de service public. Les paquets ferroviaires. La directive du rail. Vous savez, ces fameuses directives. Est-ce que vous savez combien il manquait de voix pour qu'elle ne passe pas, cette directive du rail?
sur plus de 700 députés? 24. C'est rien, 24 voix, les amis, c'est rien. Mais on se serait opposé. Quand Younous réussit la pêche électrique, alors dans votre assiette, ça ne va pas vous changer le quotidien. Ça va pas, comme ça, vous ramener des sous dans votre porte-monnaie. Ça va juste éviter que les fonds des océans soient fracassés et tués. Et ça va juste éviter que des poissons soient tués de façon complètement absurde. Quand Younous y arrive avec le glyphosate, c'est une victoire aussi. Après, Emmanuel Macron en fait ce qu'il veut. Mais c'est quand même une victoire, parce que toute directive qui est votée au Parlement européen est transposée dans le droit français. Donc ça veut dire qu'au Parlement européen, si aujourd'hui il y a le rail, ça veut dire qu'il y a des députés européens qui ont voté pour, et ça veut dire que derrière, il y a les députés français qui ont voté aussi pour. Quand en 2005, il y a le non au traité constitutionnel, à plus de 50%, Sarko nous le fait sortir par le peuple le fait sortir par la porte, Sarko nous le ramène par la fenêtre. Mais derrière, il y a des députés français qui ont voté le changement de la Constitution pour que ce traité puisse être ratifié. Et on n'en voulait pas de cette austérité en 2005. On n'en voulait pas de la concurrence libre et non faussée. Nous avons une exception française qui s'appelle le service public et qui permet à tous d'avoir un égal accès. Et le service public ne doit pas être quelque chose de rentable, c'est sa définition même. C'est un service d'intérêt général. Donc envoyer des députés insoumis au Parlement européen, c'est aussi envoyer des gens qui ne se laisseront pas faire, qui ne voteront pas des directives contre l'intérêt général. Parce que ce que nous voulons, c'est d'abord travailler pour les gens. C'est pas pour nous, c'est pour vous. Et c'est à vous que nous aurons à rendre compte, pas aux lobbies. Les lobbies, avec Manon Aubry et Gabriel Amar, ils risquent d'avoir quelques soucis, je vous assure. Quand on parle du fait qu'on n'a pas d'argent en France, qu'on culpabilise tout le monde finalement, c'est de votre faute si le service public ça marche pas. Vous allez aux urgences pour des petits bobos, c'est de votre faute? Ben non. C'est que derrière, il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens humains. Quand on vous dit, je me suis amusée à, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, peut-être qui connaissent les perles du bac, ou les perles de l'assurance maladie, vous le trouvez sur internet, c'est des trucs un peu rigolos. Moi j'ai fait les perles de Madame Buzyn. Quand Madame Buzyn dit, on ne diminue pas l'augmentation donnée aux hôpitaux, non, on ne diminue pas la dotation donnée aux hôpitaux, on diminue l'augmentation. Tout n'est que détail. Quand on dit il faut arrêter d'imaginer que les soins de proximité sont de meilleure qualité que les soins qui sont un peu plus loin. Qu'elle aille voir ses parents qui ont perdu leur enfant parce que cette maman n'a pas pu accoucher à vie. Quand Madame Buzyn dit pour les femmes qui habitent à plus de 45 minutes d'un hôpital, vous savez quelle réponse elle a trouvée? Non? Nous vous mettrons à disposition des chambres d'hôtel et des taxis. Donc, mesdames, qui n'a jamais rêvé de perdre les os dans un féminin? Hein? Madame Buzyn dit, les EHPAD privés à but lucratif, c'est le système. Mais elle est le système. Quand on entend Édouard Philippe, après cette attaque, cette grande attaque de la Salpêtrière, dire attaquer le service public, c'est attaquer la République. Mais ce sont les premiers à attaquer les services publics. Ce sont les premiers à attaquer la République. Quand on entend... J'ai fait un débat à côté d'une représentante de la République En Marche, à vous faire rire, on est combien? 13. C'était quand? Le 4, je sais plus, bon, c'était il n'y a pas très longtemps. On parlait précarité, chômage en Europe. Je la voyais arriver. Et elle commence à dire, mais nous voulons lutter contre le chômage. Comment ils luttent? Comment ils luttent contre le chômage? Pourquoi est-ce qu'on a peut-être des si bons chiffres? Tout simplement parce que, au vu de ce qui a été mis en place avec le contrôle des chômeurs, mais aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas suffisamment de chercher d'emploi peut être radié. Et de surcroît, un courrier de délation peut même être envoyé au président du conseil départemental pour que s'il touche le RSA, il n'en soit plus bénéficiaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une recherche suffisante? Sur quels critères on se base? Là, on se base encore sur la loi du marché et pas sur l'humain. Et donc, elle racontait que
Eux, l'emploi, c'est quelque chose qui leur tient à cœur, c'est quelque chose, franchement, ils veulent tout faire pour sortir les chômeurs de leur chômage. Ils aiment faire du social, et puis plus elle parle, puis elle dit « Ah, je suis en fait entrepreneur. Et sans mes salariés, je ne serais rien. » Très bien. Au moins, elle le reconnaît. Et donc, elle dit « Non, non, nous ne mettons pas les gens au chômage, c'est pas vrai. » C'était le lendemain, donc le jour de la manifestation contre la réforme de la fonction publique. C'est ça, 9 mai. 120 000 postes de fonctionnaires qui devraient être supprimés d'ici 5 ans, et ils ne mettent personne au chômage. On n'a pas la même définition de mettre personne au chômage. Et elle continue comme ça, et elle continue tout le temps. Donc ces gens-là sont ceux qui créent la pauvreté. Parce que dites-vous bien aussi, les amis, que si les pauvres se font la guerre, c'est les riches qui en profitent. Tout le temps. Alors sortons de cette austérité, refusons des directives qui vont à l'encontre de l'intérêt général, et puis faisons entrer les voix des invisibles, des citoyennes, des citoyens, dans les arènes européennes, parce qu'en fait, nous ne serons que vos porte-voix. Le 26 mai, c'est aussi à vous, avant le 26 mai, d'aller porter cette contamination. Nous, on vient, on vous fait une réunion, on parle, mais on a besoin de vous tous. Il y a une très belle phrase, enfin, il y a un très beau texte de Gramsci qui dit, je le relis parce que je ne voudrais pas me tromper, mais c'est quand même, je trouve très beau. Gramsci disait, si je le retrouve, bon, je vais le dire comme ça parce que je n'arrive pas à le retrouver. Gramsci disait « Agitez-vous parce que nous aurons besoin de toute votre force. Mobilisez-vous parce que nous aurons besoin de toute votre détermination. » Le 26 mai, vous savez, il y a des élections européennes. Je le répète, ça n'est qu'un tour. Et c'est une proportionnelle intégrale. Donc ça veut dire que toutes les voix compteront. Absolument toutes. Et depuis que nous avons commencé la campagne avec la France Insoumise, nous allons une à une les chercher. Une à une. Mes amis, Édouard Bond, qui est un grand dramaturge, disait que toutes les révolutions sont inscrites au dos du calendrier. Le 26 mai, retournez le calendrier. Pour que plus jamais, dans l'Union européenne, nous n'ayons de retard d'avenir. Voilà. L'énergie, vous voyez cette gabegie qui arrive là? L'énergie et la privatisation des barrages hydroélectriques. Qui a payé les infrastructures? C'est nous. Qui dit que si c'est des privés qui le prennent, ils feront les aménagements pour la maintenance pour que ce soit sécurisé? On ne le sait pas. Alors pour un fonds comme ça, j'habite le Jura, et près de chez moi, peut-être vous l'avez vu, il y a le barrage de Vouglan. C'est un des plus vieux barrages. Et dans un envoyé spécial, ils expliquent très bien. N'ayez pas peur, faites-nous confiance. Si jamais le barrage de Vouglan lâche, c'est une vague de 9 mètres qui descend jusqu'à Lyon. Sur son passage, elle va trouver la centrale du budget. Mais ne vous inquiétez pas, comme le nuage, l'eau s'arrêtera à ses pieds. On peut passer aux questions si vous en avez. On va faire un petit temps d'échange. Donc je vais passer dans l'assistance pour vous donner le micro si vous voulez prendre la parole. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Allez, c'est toujours le premier le plus difficile. Est-ce que quelqu'un a une question? Ou quelque chose, ou veut connaître les coulisses de la campagne, ou une anecdote de campagne. N'hésitez pas. Ah ben voilà, tu commences. Sur l'école qui a fermé du coup, il y a la RPI de Cauche-le-Chouet et d'autres villes qui a perdu une classe l'année dernière. Et du coup, ça fait partie d'une des luttes qu'on a menées ici localement. Et cette année, ils s'en prennent beaucoup au collège. Et j'avais des témoignages, du coup, j'avais été à une réunion
où justement il parlait de ça. Et en fait, chaque collège avait à peu près la même situation. On leur annonçait des baisses en leur invoquant une baisse du nombre d'élèves. Et en fait, en vérifiant, ils ne constataient pas du tout cette baisse d'élèves. Mais c'est pas grave, la suppression a lieu quand même. Et c'est le cas pour la classe de l'UCHE. On leur avait annoncé une baisse d'élèves. Immédiatement, le maire s'est mobilisé pour compter, pour essayer de... Et au lieu d'avoir 10 élèves en moins, ils en avaient 2 ou quelque chose comme ça. Et même 2 en plus à la fin à force d'insister. Et ils ferment quand même. Donc même les chiffres ne suffisent pas à empêcher la fermeture en fait. Les chiffres sont un prétexte qu'ils utilisent pour fermer. Comme les sondages, un prétexte pour dire qu'on n'aura personne. Comme le fait de s'endormir dans les sondages et Ah bah alors, la retraite c'est une catastrophe, mais tout ça, alors, il faut savoir que la Commission européenne, il va y avoir le semestre européen qui va être aidez-moi. Non mais vous m'entendez. Le semestre européen qui va être étudié et voté sur la prochaine mandature. Il faut savoir que la Commission européenne a fait des grandes louanges à Emmanuel Macron sur plusieurs sujets. Le fait qu'il n'ait pas augmenté le SMIC. La Commission européenne est très contente. Et vous voyez, quand on vous parle du SMIC qui n'est pas augmenté, on vous dit tout de suite, on vous sort le totem, les petites entreprises n'en s'en sortiraient pas. Mais ce que nous disons à la France Insoumise, c'est, comme le disait tout à l'heure Evelyne, c'est une répartition des richesses. Donc, aujourd'hui, une grande entreprise qui arrive à faire de l'optimisation fiscale paye en réalité 8% d'impôts. Une petite entreprise en paye à peu près 27-28%. Donc, eh bien, que les grandes entreprises payent leur part d'impôts, comme ça, les petites, ça permet aussi de baisser un peu le taux d'imposition des petites, et derrière, on a quoi? On a une augmentation qui est possible pour tout le monde. À partir du moment où vous baissez l'impôt. Donc, quand on vous raconte l'augmentation du SMIC, ça n'est pas possible parce que ça tuerait les petites entreprises, c'est faux. Et comme l'a très bien dit Evelyne, pourquoi vous riez, monsieur le journaliste? Parce que vous êtes service public, vous aussi. Hein. Oui, non, mais ah, et vous n'êtes pas mieux que le reste. Hein. Vous n'êtes pas dans un meilleur état que le reste. Hein. Vous pouvez faire 3. Hein. Vous savez quoi? Un jour, vous voulez une anecdote de campagne? Vous voulez une anecdote de campagne? Un jour, je vais faire une interview à France 2. J'arrive à France 2, il y avait une grève massive dans le hall. J'ai dit, c'est pas possible, ça me suit partout. Non mais revenons sur le SMIC. Quand on voit que finalement le SMIC permet, comme le dit Evelyne très bien, ça permet quoi? On nous parle de relance, il n'y a pas de relance, il n'y a pas de souci. Mais si les gens ont un pouvoir d'achat qui est augmenté, ils vont faire quoi? Ils vont pas le mettre dans des bassins, ils vont vouloir vivre, consommer, juste être un peu mieux. On ne parle jamais de bonheur en politique. Mais que viennent les gens heureux à un moment donné, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on réclame. Avec les pseudo-mesures de Macron, hein. relance de la consommation, début d'année. Mais c'est des pseudo-mesures. C'est des pseudo-mesures. Puisque la prime. On prend dans la pêche, c'est pas mal. La prime pour l'emploi, là, qui augmente. Que le SMIC a augmenté de 100 €. Mais derrière, il fait quoi, très honnêtement? Et on va pouvoir aussi parler des retraites, parce que les retraites, c'est une recommandation de la Commission européenne. Et la prime de fin d'année généralise l'exonération des sociétés, bien sûr. Je veux dire, il est en train de faire quoi? Quand il dit aux gens, je vais vous donner du pouvoir d'achat en désocialisant les heures sup, il fait quoi? Il est en train de tuer la sécurité sociale. Et derrière les retraites. Parce que les cotisations sociales, c'est du salaire différé. Et c'est de la solidarité. Et sachez bien, les amis, que pourquoi est-ce qu'il veut absolument faire la réforme des retraites avec la retraite à points? Tout simplement parce que la Commission européenne lui a recommandé aussi de faire des économies sur les retraites. Donc la retraite à points, quand il dit ça ne changera pas le départ d'âge à la retraite, ok, mais ça changera le départ réel d'âge à la retraite. Puisque ça s'appelle une retraite par capitalisation. Si vous allez prendre votre retraite, que vous voyez que votre point, il n'est pas élevé pour avoir une retraite digne, ben vous allez faire quoi? Vous allez être obligé de travailler. Pour que vous ayez une valeur de points qui soit un peu digne, il faut qu'il y ait beaucoup de morts dans votre génération. Alors, je sais pas, tuer les tous, pour qu'il ne reste qu'un seul, sauver le soldat Ryan, et vous y arriverez. Ah oui, je vous en prie. Ouais.
Je voudrais dire une chose. D'abord, quand tu as dit tout à l'heure que l'Allemagne ne respectait pas les traités, c'est tout à fait juste, notamment vis-à-vis du commerce extérieur et de l'excédent commercial, mais ils ne respectent pas les traités. D'autre part, Jean-Luc, dans un de ses discours, avait dit qu'un des traités n'avait pas été reconduit et que donc on n'était plus obligé de le suivre. Oui, c'est le traité de stabilité qui est caduc. Il serait très bien de le faire ressortir dans vos discours régulièrement, parce qu'on ne voit pas pourquoi la politique européenne continue à s'argumenter autour de ce traité. Vous montrez très bien dans différentes prises de position les mensonges de Macron et sa volonté de continuer, non pas ce qu'il a commencé, de continuer ce qu'a fait Sarkozy, Et bien sûr. ce qu'a fait Il va Hollande. juste un peu plus vite. Sarkozy, c'était la mauvaise répartition des impôts et la destruction de la sécurité sociale. Hollande a continué et tout ça. Mais ce que je regrette, par exemple, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des passages à la télé, on ne montre pas que nous ne sommes pas seulement des gens avec des bonnes intentions. On a fait une vidéo de 5 heures sur comment financer le programme L'Avenir en commun, avec des économistes qui sont derrière nous. Et je trouve qu'on devrait, vis-à-vis des éditorialistes, des économistes de la télévision, qui sont tous les mêmes, rappeler régulièrement que nous ne sommes pas seulement là pour donner des revendications, mais parce qu'on a établi un programme qui est tout à fait réaliste, dans lequel, quand on a 1 milliard investi, il y en a 3 de recettes à la fin. Pourquoi? Parce qu'on investit dans la conversion écologique, parce qu'on investit dans l'État, c'est l'État qui fait cette chose-là, et que bien sûr c'est complètement contre la doctrine macronienne qui veut réduire l'État, et celle de l'ordolibéralisme allemand qui veut réduire l'État. Et je pense qu'on devrait remettre, dans le circuit ce financement de notre programme, parce que c'est montré à tous les détails, et ils y vont dans tous les... Aujourd'hui, quand vous parlez de culture en Europe, est-ce que vous savez comment s'appelle le commissaire européen à la culture? Culture, sport et éducation. Compliqué ça. Tibor Navracsics. Vous savez pour quel gouvernement il travaille? Orban. Si cet homme avait été à la défense, tout le monde aurait hurlé. Cet homme, il est juste à la culture. C'est un peu la place qu'on donne à ceux qu'on ne sait pas quoi en faire, donc on leur met à la culture. Riester qui fait des lois d'exception et qui massacre le code du patrimoine pour Notre-Dame. Ça, c'est pour Notre-Dame. Et aujourd'hui, les subventions à la culture, les arts à la culture, ne sont plus données à l'offre, mais à la demande. C'est-à-dire que vous faites une connerie, désolé, je ne supporte pas, mais les ch'tis à Marseille, ou je ne sais pas quoi là. Vous faites une connerie comme ça, vous allez probablement avoir une subvention. Vous faites une œuvre qui ne rentre pas dans le cadre, on va prendre un Tchekhov par exemple, vous n'aurez peut-être pas forcément de subvention parce que ce n'est pas la demande. Et c'est comme ça que petit à petit aussi on privatise la culture. Il y a 20 théâtres à Paris qui sont détenus par les groupes les plus gros, 3 groupes. Donc c'est vraiment, c'est plus de la création artistique, c'est vraiment... L'oligarchie qui se reste dans la culture. C'est ça. Et quand à partir du moment où il commence à rentrer dans la culture, dans les arts, eh bien on se rend compte que nos mots d'ouvriers sont complètement, même à nous, dévoyés. C'est-à-dire que combien aujourd'hui on entend de gens dire, des ouvriers dire, les charges sociales. Ce sont des cotisations sociales. À partir du moment où les gens commencent à employer le vocabulaire de l'ennemi, c'est que leurs idées commencent à passer. Et c'est à nous d'aller chercher aussi un vocabulaire et retrouver une sémantique qui fait qu'on se réapproprie les mots. Parce que ces grandes personnes nous ont volé les mots, le temps et les images. Et c'est un travail de terrain qu'on fait et qu'il faut continuer à faire tous les jours. Parce que la sémantique, les amis, la sémantique. Aujourd'hui, quand on parle du mot populiste, ça représente quoi? Tout de suite dans l'inconscient des gens. Rassemblement national. Si vous prenez l'étymologie du mot populiste, c'est le peuple. D'abord, s'adresser au peuple, sans passer par le C'est un des trucs que Pétain avait mis en place, le Rassemblement national. Ça correspond parfaitement au Front national. Donc c'est là aussi que nous devons, pour faire gagner les idées, eh bien, aller, parler, se réapproprier les mots qui nous ont volés.
Ah, voilà, c'était juste une aparté parce que la culture et les arts et la culture, il me semble que c'est quand même aussi quelque chose d'important dans l'émancipation des consciences. C'est la conscience. Je vais avoir une précision j'attends sur un sujet que je d'accord dans ces élections européennes. Dis-moi. D'abord, une première Alors, je ne sais remarque pas tout non plus. Hein, sur le point du langage. Moi, ce matin, j'écoutais France Inter ou France Bleu Picardie, et il y avait donc un postier qui intervenait, parlait de ses clients, au du langage, et après, il y avait un employé de la Senta d'Amiens qui parlait des nouveaux bus, et ce n'était pas des usagers là aussi, c'était des clients. Voilà l'évolution. Moi, ce que je voulais poser, si je peux le préciser, dans le débat où on est les libéraux, les sociodémocrates, ils gèrent ensemble au niveau de l'Europe depuis un certain temps, c'est Moscovici, enfin, ils sont tous d'accord là-dessus. Mais souvent dans la campagne, là, ces derniers temps, il y a des gens avec lesquels on nous compare, où on dit mais pourquoi vous n'êtes pas avec eux? Et en particulier des gens qui se prétendent très européens, très écologistes, le parti de M. Jadot, et qui ne veut pas changer l'Europe telle qu'elle est, c'est-à-dire rester dans les traités actuels. Alors il conteste bien l'histoire du CETA, mais il ne va pas plus que Macron. Macron est là, les autres ne veulent pas, donc ils ne bougent pas. Et qu'est-ce qui nous différencie, nous, le fait d'avoir à voter de façon efficace au niveau des enfin, pour toi, pour tous les candidats, excuse-moi, pour vous, et de ces gens-là, parce qu'en fait, ils prétendent qu'ils ont le même discours que nous. Et en fait, sur le fond, mon opinion, c'est qu'en fait, comme ils ne veulent pas sortir des traités, évidemment, s'ils ne veulent pas sortir des traités, ils continuent les appliquer. Tu as donné toi-même la réponse à ta question. Ils ont été 5 ans avec Hollande. Je voulais te demander ton avis. Ils ont été 5 ans avec Hollande aussi. Mais en plus, les Verts sont co-gestionnaires, je veux dire, de la non-écologie qui se passe en Europe. Et ce que je voulais pour terminer, c'est qu'on peut résister, parce qu'on cite toujours la situation de la Grèce, où finalement, on a fini par les gens qu'on soutenait, Syriza, ont fini par céder dans la pression des on leur a pas laissé le choix. Donc, on leur a pas laissé le choix, mais un pays, et nous on est encore plus grand que ce pays-là, du point de vue de notre importance en Europe, c'est nos camarades portugais qui ont refusé les plans de solidarité de l'Europe et qui ont obtenu un certain nombre de choses. Et si je prends bien l'évolution du taux de chômage, alors qu'il était très difficile au Portugal, évolue de façon. Il n'y a que nous qui sommes sur les 3% d'autorité. Et pour répondre à ta question, le pourquoi est-ce que ça ne s'est pas associé, eh bien tout simplement, quand tu as Yannick Jadot, alors j'ai rien contre les Verts, hein, c'est pas ça, hein, mon père était très ami avec Dominique Wanner, c'est pour te dire. Quand tu vois Yannick Jadot qui te dit clairement qu'il veut faire du capitalisme vert, le problème c'est pas la couleur, c'est le capitalisme. Quand tu as Yannick Jadot qui n'est pas contre les traités de libre-échange, alors qu'on sait très bien que c'est le grand déménagement du monde, que c'est l'augmentation des gaz à effet de serre. Il suffit d'aller au Havre, de regarder tous ces porte-conteneurs qui passent, qui n'est pas contre le CETA, qui n'est pas contre le traité avec la Nouvelle-Zélande, parce que quand même le traité de la Nouvelle-Zélande, les amis, c'est parce que bientôt nous aurons du lait qui vient de Nouvelle-Zélande. On avait déjà les kiwis, pas les oiseaux, on avait déjà les kiwis qui arrivaient au nord de Nouvelle-Zélande, maintenant nous aurons le lait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne, elle dégorge en production de lait. Elle dégorge. Donc, comme elle dégorge et qu'il faut bien en faire quelque chose de ce lait, on le met en paillettes, on rajoute de l'huile de palme et on l'envoie dans les pays d'Afrique. Donc après, on se demande pourquoi on a des gens qui viennent sur nos plages. Parce qu'on a détruit leur commerce et leur économie. Bien sûr. Et tout ça, si Jadot est d'accord avec ces traités de libre-échange, ça n'est pas concevable. Ça n'est pas concevable avec nous. Si j'ai répondu à ta question. Voilà. Ça dépend de quel traité de libre-échange. Parce que c'est-à-dire que si la marchandise arrive ici librement, sans contrainte, on voit que ce soit écologique, ça ne passera pas. C'est à l'Europe de faire son travail. Il y a certes traité de libre-échange. Nous, ce qu'on peut mettre en place, c'est une taxe carbone en fonction d'où il arrive. La distance, Donc voilà, libre-échange, d'accord, mais à condition. Voilà. Pas libre-échange, d'accord, je suis pas tout à fait. Libre-échange, d'accord, mais à condition que. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Dans le CETA, par exemple, il y a un médicament qui est interdit, ou un pesticide qui est interdit en France, ça s'appelle l'atrazine. C'est interdit.
Et bien par le CETA, la parasine, elle revient chez nous. Donc, libre-échange. un problème d'Europe. Encore un problème d'Europe. Libre-échange, même là, tu vois, même si tu mets une taxe carbone, on est encore plus loin que la taxe carbone. Vous avez le traité, vous dites, moi, chez moi, ça ne rentre pas. On n'y est pas, on n'y est pas. Mais bah, moi, je veux bien, mais je ne suis pas encore. Mais voilà pourquoi il faudra que ça se fasse. Voilà. Voilà. Regardez les 17 députés en France quand ils se battent. Nous, on en veut. Échange équitable. Si on peut juste prendre la parole, c'est un peu bête, mais en levant la main, parce que sinon on ne s'entend pas, c'est pas possible, ça serait chouette. Merci les amis. Vas-y, mon grand. Voilà, attends-toi. Pardon. Désolé. Bon, moi, j'ai pas été simplement soigné par la Sécu, j'ai été nourri par la Sécu, parce que je suis un ancien employé. Non, c'est pas fonctionnaire. Justement, la Sécu, c'est une convention collective. Un organisme privé, chargé d'un service public. Donc, ça a dû habiter, il y avait des élections prud'homales. Il y avait aussi des élections locales par mal de temps. Il y avait à Doullens, par exemple, 30 employés et cadres dans le centre qui est à la place des impôts. Aujourd'hui, il n'en reste plus un. Il y a eu détruit, purement et simplement. Maintenant, lorsque tu dis qu'il ne faut pas simplement, il n'y a pas simplement que les mots, il y a aussi le programme, par exemple, de Nick Kessler, qui dit qu'il faut remettre en cause tout le programme du Conseil national de la résistance. C'est effectivement une architecture essentielle qui est la sécurité sociale. Je vous renvoie d'ailleurs au film de Gilles Perret sur la sociale, qui est produit avec François Ruffin, Je veux du soleil, pour comprendre qu'effectivement, ils n'en veulent plus de ça. Et il y a effectivement la milliardaire de notre tout. Hein. Lorsqu'elle parle du SMIC à 36 €, c'est effectivement. Vous ne connaissez pas la milliardaire de notre tout? Non. C'est le thème. C'est un clou. Le thème. Ah oui. Ah oui, le conducteur, le voilà. Bon. Lorsqu'elle parle effectivement. C'est l'héritage de la femme. Le SMIC est à 36 €. Ce qu'elle veut qu'effectivement, c'est à 36 € par mois ou de l'heure pour détruire effectivement, tirer son corps des pans de la sécurité sociale. Je crois qu'on a intérêt à faire tout ça. Parce que par exemple, il y avait les remboursements de lunettes. Je peux te dire aujourd'hui quel est le remboursement de la monture de lunettes. Mais plus 2,84 la monture, c'était 18 francs 65. Ça n'a pas bougé depuis le temps que je suis rentré à la Sécu jusqu'à maintenant. Le problème effectivement, de la désaffection effectivement du terme client et tout ça, vient aussi du fait qu'on a purement et simplement cassé tous ces organismes publics, que ce soit la SNCF, et aujourd'hui le traître du SOT, hein, parce que le ministre, hein, il était à la gauche du Parti Socialiste, ce mec-là, hein. Il était avec Emmanuel, je l'ai connu à une certaine période. Aujourd'hui, il met en place effectivement la destruction pure et simple de la fonction publique en France. On jouait tout ça. Mais sur les retraites, par exemple, on pourrait discuter aussi sur. Mais c'est un peu technique. Mais par contre, si on a par exemple 1000 €, aujourd'hui, 1000 €, il y a des coefficients de revalorisation par la Sécu, que l'on retrouve sur la moitié de la retraite, le régime général, et ensuite, on a les retraites complémentaires. Arco et GIRC, dans lequel et avec une fusion des deux, système par points, qui n'est pas aussi évident que ça. Donc généraliser ça à tout le monde, bonjour les gars. Et c'est pour faire quoi? C'est pour enlever les régimes spéciaux, bien sûr, c'est la première chose. Agir Arco, ils ont fusionné en janvier, et pour que tu puisses avoir ta retraite complémentaire complète, on te le dit clairement que la fusion fait que tu peux prendre ta retraite à 62 ans. Sinon, tu n'as pas ta retraite complémentaire complète. Mais il y a aussi cette idée que, quand je disais tout à l'heure qu'à partir du moment où on utilise les mots de l'adversaire, ça veut dire que leurs idées passent, et ça dans la tête de tout le monde, des citoyens, hein, enfin nous, hein, regarde la grève des cheminots. Ils se sont fait fracasser en disant que les cheminots, en fait, se battaient simplement pour leur statut. Les cheminots ne se battaient pas pour leur statut, ils se battaient déjà pour les contrôleurs, pour la sécurité du train. Je rappelle qu'un contrôleur n'est juste pas là. N'est pas là juste pour contrôler votre billet ou pas et vous mettre en amende. Un contrôleur de train, il est là aussi pour la sécurité dans le train. Aujourd'hui, moi par exemple, le train qui fait Dijon-Dole, il n'y a plus un contrôleur, ça dure 20 minutes, c'est pas Qatar. Mais en 20 minutes, il peut y arriver des choses. Un infarctus, un AVC, on ne sait pas. Il faut appeler un numéro 31 177. C'est ça aujourd'hui le service public. Et j'ai des potes qui sont cheminots, il y a des postes supprimés. Des gens qui vont aller, qui étaient contrôleurs et qui vont finir sur des TER, qui vont perdre 300 à 400 € par mois sur leur paye. Moi, ce que je crains, alors je suis peut-être un peu
un peu pessimiste, mais c'est qu'à la SNCF, là, avec ce qui se passe, on est, comme à France Télécom, des suicides. Il y en a. Il y en a eu 35 l'année dernière et je crois qu'il y en a 13. On n'en parle pas. Mais on n'en parle pas. Les conducteurs suisses et conducteurs de train. Et eux le savent. Les soignants qui se suicident, on n'en parle pas. Les profs qui se suicident, on n'en parle pas. Pas la même vision. Les agriculteurs. Les agriculteurs, les flics. Ça aussi, on en parle. Les flics, il y en a aussi. Les suicides, il y en a beaucoup. Oui, c'est tout à fait ça. Et en fait, c'est un programme qui... Il n'est pas con, hein, je veux dire, le monarque. Hein. Il n'est pas con, hein. En fait, quand je ne sais plus qui parlait de désert, désertification, on peut ramener ça aussi à la désertification médicale. Qui va avoir envie, comme jeune médecin, de venir s'installer là où il n'y a plus d'école, là où il n'y a plus de train, là où il n'y a plus de poste, là où il n'y a plus de maternité? Qui va avoir envie de venir s'installer, je veux dire? Faut l'obliger. Ça, c'est compliqué. C'est la faute quand même à tous ces grands centres commerciaux qui sont installés. Oui, mais non, mais quelques années. Non, nous, ce qu'on propose, mais ça ne reviendra pas des écoles. Non, mais c'est ça quelques années. Il y a beaucoup de mairies et de communautés de communes qui essaient de faire des choses pour pallier le problème, mais c'est très compliqué. Et ça sent c'est un problème de volonté politique. Moi, j'étais fonctionnaire dans l'éducation nationale, j'ai signé un contrat de 10 ans parce qu'on payait mes études. Là, les médecins, quand ils sont fac de médecine, c'est pas eux, c'est pas le privé qui paye leurs études, c'est nos impôts. Ça revient exactement. Donc il faut renvoyer. Il y a une quinzaine de jours sur l'ENA qui doit ou pas disparaître. C'est cette notion de rendre ce qu'on nous a donné, mais aussi bien pour les études, pour toutes les formes d'études. Qui paye ses études en France? J'allais dire une bêtise, mais bon. Qui paye ses études en France en réalité? Personne paye ses études, à part quelques gens qui vont bien nés qui vont dans les boîtes privées, mais les bien nés ne vont pas dans les boîtes privées, ils vont dans le service public. Évidemment. Et après, ils vont dans le privé. Et remboursent pas. Il y a quelques écoles où on oublie de rembourser, exemple Saint-Cyr, mais c'est exceptionnel. Oui, il y a quelques écoles quand même. Il y a des concours qu'on passe pour être fonctionnaire, ingénieur fonctionnaire, et là, on doit 10 ans à l'État. Mais maintenant, c'est réservé aux hautes carrières. Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait pour les profs ce qu'on appelle les IPES, qui n'existent plus, pour les instituts. C'était effectivement les gens, les meilleurs du peuple, qui rentraient à l'école normale dès la 3e et qui devaient 10 ans à l'État à la sortie. C'était de la promotion sociale qui existait. Tout ça, ça a été détruit. C'est sur la directive européenne. L'ordre des médecins, il faut quelque chose aussi. Et ce qui est très grave, c'est qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec de plus en plus de contractuels. Quelque part, ça veut dire qu'on va faire éclater le statut de fonctionnaire à long terme. Et ça, c'est grave. L'école de la confiance de Blanquer, c'est quoi? Un maximum de contractuels dans les écoles. C'est ça l'école de la confiance. Et en fait, on voit comment ça fonctionne. C'est qu'on a un service public qui transforme petit à petit en espèce d'entreprise. Donc plus service public d'intérêt général. Ce qui fait derrière que, oh ben tiens, les contrats ne deviennent plus des statuts, mais des contrats de droit privé. Et puis, finalement, on est dans l'humain qui est juste un pion, c'est-à-dire qu'on le prend en CDD quand on en a besoin, on le fout dehors quand on en a besoin, et puis en fait, il n'y a même plus cette sécurité de l'emploi, mais c'est pas la sécurité de façon mal vue, c'est cette sécurité de l'emploi parce que moi, mes parents, ils étaient profs, ma grand-mère, elle était instite, et je vous assure que cette vocation, ils l'avaient, quoi, c'était l'intérêt général. Et aujourd'hui, vous pouvez voir des soignants, des profs, bon, pas tous, mais des soignants, des profs, non mais je rigole, mais majoritairement, c'est quoi? C'est l'intérêt général. Je veux dire, leur boulot, ils le font par vocation, ils ne le font pas parce qu'ils veulent tous une sécurisation de l'emploi. Et à un moment donné, là, on arrive dans une santé, on est déjà dans une santé à deux vitesses. Quand vous voulez prendre un rendez-vous avec un médecin particulier qui exerce encore dans l'hôpital, on vous dit quoi? Le rendez-vous, il est dans 3 mois. Par contre, vous savez, le docteur machin, il est à la clinique. Si vous voulez, il vous prend dans une semaine et vous aurez un surplus d'honoraires. Donc vous avez les moyens, vous pouvez vous faire soigner, vous n'avez pas les moyens, vous attendez 3 mois. Donc on est déjà dans cette santé à deux vitesses. Dans l'hôpital, on y est plus longtemps.
Alors il faut savoir que la concurrence libre et non faussée, aujourd'hui par exemple, si une clinique peut attaquer l'État. Pourquoi? Parce que si par exemple des actes chirurgicaux sont moins remboursés dans la clinique que dans l'hôpital, ça signifie que la concurrence libre et non faussée n'est pas respectée et elle peut attaquer l'État. On en est là. Parce qu'en fait, les aides publiques sont très très cadrées. À partir du moment où vous commencez à dépasser ou à faire un peu plus d'aide, et bien là, vous prenez la commission qui vous fait un rappel, un premier, un deuxième. Et on a laissé les plus lourds malades à l'hôpital et le reste aux cliniques quand ça gagne de l'argent. Et c'est pire en plus ce qui se passe maintenant. C'est parce que même maintenant, c'est les cliniques qui commencent à rentrer dans les blocs chirurgicaux des hôpitaux. Donc ils prennent les opérations les plus rentables. C'est le but du jeu. Et regarde ce qui se passe aussi dans les hôpitaux. Combien y a-t-il encore d'agents de nettoyage qui ne sont pas une entreprise privée, un sous-traitant. Là, j'entends de plus en plus que les services de dialyse vont être pris par du privé. Ça rapporte ça, la dialyse. Ça rapporte, c'est un très gros marché. Ah oui, c'est un gros marché. Voilà, donc, et petit à petit, à partir du moment où on laisse rentrer le privé, même dans l'établissement, je dirais, vous voyez, ce fait de passer la porte symboliquement. La Cour des comptes a fait un rapport sur la dialyse, qui montre qu'au lieu de changer les reins, on peut faire la dialyse. Et elle a sorti un scandale. C'était dans le Canard enchaîné il y a 15 jours. Alors qu'on sait que la privatisation et ce genre de choses, ça ne fait pas baisser les prix. Ça ne fait pas baisser les prix. En Angleterre, ils veulent revenir à renationaliser le rail. Et je vais vous raconter un truc là, et après on prendra une question. Mais vous savez, on nous parle de la dette, on nous parle qu'on n'a pas d'argent, on nous parle de tout ça et qu'on n'a pas d'argent pour financer le service public. Je vais vous parler de quelque chose, et là, on ne parle même pas de l'Europe, on ne parle même pas de l'Union européenne. Il existe un marché qui est juteux, ça s'appelle la vieillesse. Oui. Les EHPAD privés à but lucratif. Savez-vous qu'en étant, moi par exemple, salarié d'un EHPAD privé à but lucratif, mon salaire est payé par de l'argent public. Alors qu'ils font des milliards de dividendes, eh bien, ils n'ont même pas leurs soignants à payer avec leurs fonds propres. C'est les citoyens et les citoyennes qui payent le salaire avec leurs impôts. C'est vraiment scandaleux. Parce qu'après, je veux dire, ça se passe comme ça. Vous avez aussi l'enveloppe de soins. Et avant, dans les EHPAD, et c'est là où ça devient quand même aussi très insidieux, avant, l'ARS avait encore une possibilité de contrôle pour voir un peu comment ils avaient utilisé les sous. Maintenant, ils ont changé, ils l'ont mis en CEPOM. Donc maintenant, ils n'auront même plus la possibilité, c'est une enveloppe globale, et ils n'auront plus à justifier les dépenses qu'ils ont faites et sur quoi ils les ont faites. Et on voit déjà, quand il y avait les contrôles, que certains établissements prennent des protections de moindre qualité pour les personnes âgées, ce qui fait que derrière, il y a plus de bénéfices qui rentrent. Et c'est l'argent public qui paye ça. Alors là, on ne parle même pas de l'Union européenne, mais de 3%. Il y a la possibilité de remettre de l'argent dans les services publics. C'est déjà arrêter de payer des soignants du privé avec de l'argent public. Et la deuxième chose, c'est que ces grands groupes qui font des milliards de bénéfices, qui ne sont même pas, pour la plupart, en train de payer leurs impôts en France, eh bien, on les impose sur leurs dividendes nets. Parce que comme ils exploitent la vieillesse, eh bien, ils doivent financer la dépendance. Oui, alors on nous dit, ils vont se sauver, bon, bien sûr. Mais ils ne sauveront pas. Ils ne sauveront pas. La vieillesse, c'est un marché juteux. Et t'as le bébé-boom qui arrive encore dans la vieillesse, c'est un marché. Et derrière, tu peux même aller plus loin. Pourquoi aujourd'hui la mort ne rentre pas dans le giron du service public? Combien ça coûte de faire enterrer un proche? Eh bien, vous avez un maximum de services privés qui vous font l'enterrement et la cérémonie. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas dans du service public? Donc la fin de vie, c'est une catastrophe. La mort, c'est pas mieux. Vous allez aujourd'hui dans un service de... Ben oui. On l'a vu arriver. Oui, mais il n'est pas trop tard. C'est comme le coudasse rouge, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Sauf qu'il faut se bouger maintenant, pas dans 10 ans. Comme il dit, pour les obsèques, c'est vrai, c'est des traités européens, ça. En fait, jusqu'en 84, c'était les communes qui avaient la charge. Elles pouvaient déléguer. C'est pour ça qu'il y avait la Générale des Eaux qui avait sa filiale, le compte funèbre général. Bon, on faisait l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage,
et aussi la mort. Cela étant, les communes n'étaient pas obligées de faire, et elles avaient quand même la main un petit peu sur les tables, et y compris sur un tarif de base. Mais en 84, on nous a dit ça, c'est interdit, c'est un secteur qui doit être ouvert à la concurrence. Comme les autres. Et c'est des gens, effectivement, là c'est la période des Gaulois. Bon. Mais beaucoup de. Si on prenait le temps, ce qui a été cassé effectivement au fil de ces mises en concurrence, on verrait comment la société s'est fracturée, fractionnée, et les individus maintenant cherchent effectivement comment s'en sortir parce qu'il n'y a plus de solution collective. Même à commencer par l'enterrement. Il y a une remarque que je voudrais faire, je vous inviterai volontiers à relire une directive de l'OCDE qui va dater de 1988, qui explique clairement que les pays d'Europe, et en particulier la France, ont trop de fonctionnaires. Et qu'elle impose à la CEE à l'époque. Et que la CEE impose à la France. C'est-à-dire que quelque part, malgré tout, je ne cherche pas d'excuse à personne, c'est pas ni projet, mais concrètement, il y a des gens qui ne sont pas élus, qui sont dans des organismes internationaux, qui prennent des décisions pour le monde entier et qui les font appliquer. Et qu'on subit à un moment donné. Parce que la diminution du nombre de fonctionnaires, franchement, c'est dans les prochaines années, vont être difficile. Ça va faire un tout petit peu plus, mais finalement, donc, l'histoire est écrite depuis bien longtemps. Je ne me souviens plus du nom du président socialiste en 91, je l'ai oublié, mais ça n'a rien empêché. Mais les députés socialistes en 91 ans. Peut-être de 81 à 83. 81 à 83. Et la question que je vais vous poser, c'est pas tout à fait européen, mais je trouve que c'est un aspect des lois récentes sur les entreprises, sur le travail qui n'est pas exploité, qui n'est pas suffisamment utilisé, c'est la notion de RSE, la responsabilité sociale des entreprises. C'est quelque chose de très intéressant parce que vous avez parlé depuis le début beaucoup, et je sais que c'est un des fondements du discours de la France Insoumise, de redistribution. Là, il y a un texte Macron, qui impose aux entreprises la redistribution. Il ne faut pas utiliser. Ça se met tout doucement en place, on va voir, vous inquiétez pas, ça se fera. C'est très intéressant pour la culture, c'est très intéressant pour les arts, c'est très intéressant pour le sport, c'est très intéressant pour la collectivité globalement, ça peut être intéressant pour les travaux publics, pour les services publics, etc. pour les associations. C'est quelque chose qui est peut-être à généraliser en Europe. Simplement déjà en France. On ne peut pas harmoniser. Le traité l'empêche déjà. Donc, mais c'est quelque chose à travailler. Je pense que ne pas harmoniser, je pense que c'est une erreur fondamentale. Mais ça, c'est ah non, ça c'est une erreur. Mais après, les traités t'empêchent de le faire. Cette RSE, comment est-ce que vous en avez suffisamment de connaissances pour avoir une idée d'application? Mais ça s'appelle la responsabilité sociale des entreprises. Quelque chose qui est activé, ça veut dire que les entreprises sont obligées de réserver une partie de leurs ressources à une forme de redistribution. Alors, concrètement, très précisément, les textes sont volontairement très flous, mais en gros, c'est une forme, la réalité, la philosophie, c'est une forme de redistribution. Oui, mais. Alors déjà, il faut se souvenir. Déjà, c'est qu'un concept. Non, mais qui a inventé qui a inventé la responsabilité sociale des entreprises? Des groupes qui étaient dans une situation très difficile en termes d'image. Pas de pognon, mais d'image. Total est un des premiers, est un des fondateurs, parce qu'on disait à Total, vous faites travailler des esclaves en Indonésie, vous achetez des présidents en Afrique, et ils ont inventé, ils ont dit non, l'entreprise est un individu moral, voilà. Donc c'est une personne morale. Et là où le gouvernement nous tend quand même un piège avec ça, c'est qu'on revient sur la question, en fait, des exemptions fiscales et presque un peu à Notre-Dame. C'est qu'en fait, les entreprises, elles vont avoir le choix. C'est-à-dire que les grosses fortunes à travers les fondations et le reste, pour le moment, ça se limite, c'est vrai, beaucoup à la culture et au sport.
Mais finalement, qui choisit à un moment la politique culturelle, la politique sportive, et dans d'autres pays comme les États-Unis, on connaît tous les séries télévisées, la politique de santé? Eh bien, ce sont ces fondations. Et le risque avec le RSE, c'est finalement de donner aux grandes entreprises, parce que ce qu'elles donneront de cette manière-là, c'est aussi ce qui sortira de l'impôt. C'est ce qui ne passera pas dans l'impôt sur les sociétés, qui est déjà une façon. Mais le risque, c'est qu'effectivement, on laisse une fraction, la fraction dominante, orienter les politiques concrètes, finalement, en matière culturelle, sportive et demain de santé. Et finalement, ce truc-là, tout en travaillant sur l'image de l'entreprise. Sachant que l'image de l'entreprise, c'est aussi gérer à un moment dans la douceur des sureffectifs. Hein, moi, j'ai un cousin qui est dans les assurances, il a déjà été fusionné 3 fois. Là, maintenant, il arrive vraiment en bout de course. On lui a dit, bah, tu choisis une assoce et puis tu bosseras pour eux. Alors, il est très content, il a quitté les ordinateurs, il fait chauffeur pour la banque alimentaire. Pendant 2 ans, il est payé par la boîte. Et ça rentre effectivement. La boîte dit, moi je fais un cadeau à la société. Bon, avant on aurait dit, on le met dans un placard. Lui, il est mieux à conduire pour la banque alimentaire, mais c'est quand même une forme de placardisation et une forme de suppression des emplois qu'on transforme, et là aussi qu'on transforme fiscalement, puisque l'entreprise va déduire ça, évidemment, des impôts dont on devrait nous décider nous-mêmes. C'est un peu un désengagement de l'État aussi. C'est une forme de privatisation. Je voulais ajouter également par rapport au RSE, on parlait tout à l'heure de capitalisme vert, enfin c'est Jadot. C'est pas nous. Non, nous on n'en parle pas. Mais effectivement la RSE, derrière la RSE, il y a toute une sémantique aussi. Ah ben là, alors j'ai regardé, tu dis les premiers mots. Tu dis les premiers mots, parce que honnêtement, je ne comprends pas. Tu dis les premiers mots du RSE. En fait, c'est la Commission européenne qui définit en 2011 la responsabilité sociétale des entreprises comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Premier mot. Premier petit point. Pour assumer cette responsabilité, il faut respecter les législations et les conventions collectives. Il a fait quoi, Macron? Il a cassé le code du travail. Voilà, oui, oui. Il est en train de casser les conventions collectives en vous faisant croire que vous allez avoir un rapport individualisé avec votre patron. Et alors celui qui réussira à se battre, il aura peut-être des petits trucs. Celui qui ne réussit pas, il n'aura rien, parce que la convention collective, c'était une égalité pour tous. Donc quand je dis le premier truc, déjà j'ai l'impression qu'il y a un peu un loup. Quand c'est flou. Ah, quand il y a un loup, c'est que c'est flou. Oh, c'est que c'est un peu loup. Placement de produit. Mais c'est pas parce qu'on est candidat qu'on n'est pas... Je voulais rappeler tout à l'heure pour monsieur là qui parlait de Juncker, c'est quand même lui qui nous a dit il y a quelques années qu'il n'y avait pas de démocratie en dehors des traités. C'est ça. Concernant également le PS, hein, qui nous a parlé beaucoup de travail, moi je l'appelle le parti des salopards. Guillaume Meurice, je ne sais pas si vous connaissez Guillaume Meurice sur France Inter. Il y a une dame vous avez invité l'autre jour une dame du PS qui commençait à la ramener. Et il lui a dit, mais madame, il y a longtemps que le socialisme a quitté le PS. Paf, elle n'a plus rien. Mais bon, tout à l'heure, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, parce que je le vois, et ça répond aussi à ta question, et j'avais oublié ce détail, il faut quand même pas oublier que certains, comme La République En Marche, Europe Écologie Les Verts et les CLR en Europe, commencent à dire qu'ils pourront travailler ensemble. Ils nous disent d'ailleurs, comme le PS nous a toujours dit, il faut rester à l'intérieur de l'Union européenne pour la combattre de l'intérieur. Ça, c'est le brisbee entre la France insoumise, la race et les Verts aussi. Il faut vous introduire en Tu l'as vu avec Hollande, on signe où? C'est bon les amis, vous avez encore des questions? Moi, allez. Je vais poser une question parce que avec tout ce que vous dites, je suis d'accord, mais je me demande comment on peut faire pour changer les choses quand on voit qu'il y a 27 pays, de niveaux sociaux différents, avec des revenus différents. Comment est-ce qu'on peut faire que tout le monde arrive à un niveau décent social? Alors, De Gaulle avait dit une Europe assise sans l'Angleterre. Je vais prendre un exemple concret. Ça s'appelle le socle social européen. Il fait
une vingtaine de pages. Quoi, c'est pas gros. Hein. Harmonisation. On le dit clairement, on ne peut pas harmoniser si on ne sort pas des traités. Et ce dont on parle, c'est que les Européens ne sont qu'une étape. Pour pouvoir renégocier des traités, il faut être au pouvoir. Et en 2022, ce sera Jean-Luc Mélenchon. Et je veux dire, les mesures, il les prendra tout de suite. Ce ne sera pas Hollande qui dira, bon, allez, je vais aller négocier avec Mme Merkel, qui ira bien, et puis non, bah non, je n'ai rien pu faire. Donc déjà, comment on peut faire pour au moins éviter trop la casse? Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est voter contre les directives qui vont contre l'intérêt général. J'ai parlé de la directive du rail, il manquait que 24 heures. Bon, c'est bien. Mais par contre aussi en Europe, et pourquoi je te montre le pacte social, le socle social, il y a des choses qui sont mises en place. Le socle social ne reste qu'une déclaration de bonnes intentions. Pourquoi? Parce que même s'il a été travaillé avec des associations, par exemple, les associations ne rentrent pas dans le droit européen, elles n'ont une voix que consultative. Donc ce sera à nous de nous battre pour qu'elles aient un rôle plus important aussi. Pour qu'on puisse ne pas être seul, il faut travailler avec les gens qui connaissent le terrain. Social, oui. Et qui les connaît mieux le social que les associations qui font du social. Enfin bon, vous voulez parler du fonds aux plus démunis, si vous ne savez pas ce que donne l'Europe au reste du cœur, vous pouvez bien en parler, mais alors ça sert à quoi? Si ce n'est piapiater dans une salle pendant des heures, c'est pas intéressant à un moment donné. Donc c'est ça aussi. C'est trouver aussi des partenariats. Pas des lobbies, hein, des partenariats avec d'autres députés européens pour des bagarres, des victoires, des petites victoires, des victoires. Et c'est aussi être des lanceurs d'alerte. On a 17 députés insoumis à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que c'est pas ce qui s'y passe? Parce que les députés aussi, qui font quand même le lien, n'oublions pas, comme je disais tout à l'heure, qu'une directive elle est transposée dans le droit européen, donc ils les voient passer eux aussi. Et bien c'est leur dire, hé les copains là, ils nous demandent de voter ça, faites attention, interpellez le ministre en charge de ce dossier-là, là, parce que là c'est pas possible, voilà ce qu'ils veulent nous faire avaler. C'est aussi être des lanceurs d'alerte. Et puis, c'est se battre surtout, et moi j'y tiens, pour la dignité. C'est-à-dire que je me considère être une héritière du monde 2005. Et jamais on écrasera les gens comme on a écrasé la Grèce ou écrasé la démocratie. Parce qu'il faut se battre pour ça. Il faut retrouver la possibilité de se battre et c'est vraiment en envoyant pas que des politiciens, enfin je veux dire, Evelyne, envoyez-la, parce que c'est une femme qui s'est battue, c'est une syndicaliste, c'est des têtes dures. Et puis on ne pliera pas devant les lobbies, quoi. Non mais c'est vrai. Certes, on est peut-être moins politique que certains politiques. Mais dans notre liste, il y a des gens qui sont politiques. Il y a Emmanuel Morel qui connaît très bien, les choses. Il y a Younous qui connaît très bien les choses. Mais c'est surtout envoyer un signal aussi comme quoi le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas rien. Parce que grâce aux Gilets jaunes, il y a des choses qui ont été gagnées. Et si Emmanuel Macron gagne les élections européennes, entre guillemets, mais il va mettre un couvercle sur le mouvement des Gilets jaunes. Il va dire que ça n'a pas existé. Et il sortira des cartons toutes les réformes qu'il a dedans. Et en plus, il dira, j'ai gagné les élections, c'est le peuple qui légitime les réformes. Il y a quelque chose que vous pourrez faire en tant que député européen, surtout de la France insoumise, c'est demander la publication systématique dans le cadre de l'élaboration de la loi de l'intervention des lobbies qui sont intervenus. C'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ça change complètement le paradigme de ce qui se passe actuellement. Il faut savoir qu'au-dessus du Parlement, les grands immeubles, c'est que des lobbies tout autour. Mais comme je ne connais pas tout le programme par cœur, non, mais je crois que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire avec d'autres. On peut aussi. Et qui va changer l'Europe. Mais déjà, les lobbies ne vont pas nous aimer, mais nous, on les aime déjà pas, c'est pas très grave. Avec Manon, ils sont il y a quand même 30 000 lobbies à Bruxelles. Hein. Avec Manon, ils sont mal. Ah, mais ils sont carrément dans les commissions.
Ils ne sont pas dans le Parlement, ils sont dans les commissions, là où les décisions se prennent. Aujourd'hui, il y a eu Cédric Villeni nous a sorti comme quoi le glyphosate, c'était pas du tout cancérigène. Oui, mais alors là, moi je le sortirais bien, les enfants ont de peur. Non, mais les amis, est-ce que vous avez encore rester à ces mathématiques? Sinon, avant de terminer, je vais faire une petite conclusion, mais d'abord je vais passer la parole à Edouard, parce qu'en fait, le 26 mai, il faut voter, mais il faut aussi tenir le bureau de vote, et du coup, voilà, vas-y Edouard, prends la parole. Simplement pour rappeler, moi je suis mandataire pour la Somme, hein, c'est pareil sans doute dans le Pas-de-Calais. En fait,